Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Franck Grimaud, le PDG de Valneva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Alors l'histoire de Valneva, enfin l'histoire dans l'actualité la plus récente de cette crise Covid, parce qu'il n'y a pas que le Covid, évidemment, on va en parler, c'est que vous étiez au départ le premier laboratoire français à avoir développé un vaccin contre le Covid, vaccin avec une technologie inactivée. Pardon, je reviens un petit peu en arrière juste pour celles et ceux qui ont pas tout suivi. Et c'est vrai que le Covid, au final, on l'aura vu, n'aura pas été bénéfique à tous les laboratoires. Évidemment, c'est Pfizer et Moderna qui ont capté tout le marché. Et donc, votre vaccin n'a été commandé qu'à hauteur de 1,2 million de doses. Et donc, résultat, c'est l'actualité du moment. Vous allez devoir stopper sa production et réduire la voilure. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe avec 20 à 25% des effectifs qui seront remerciés. C'est ça aujourd'hui votre actualité qui n'est pas des plus heureuses. Vous n'aviez pas le choix, il fallait vraiment faire des économies. Oui, parce que maintenir un outil de production à vide, ce n'est pas possible hein, pour des sociétés comme de notre taille, même pour les gros industriels non plus. Effectivement, on a dû tenir compte du choix des États membres en Europe hein, par rapport à l'allocation des doses. Pour nous, hein, cette opération Covid, en fait, a été bon, d'une certaine manière un formidable accélérateur donc en termes de taille de nos capacités de production, en termes de notoriété. Voilà, à partir du moment où on n'avait pas suffisamment de commandes pour justifier le maintien de l'outil, dont acte, hein, il faut qu'on prenne les Ouais. décisions et les décisions rapidement. Et pour le reste, hein, on va sans doute y revenir, les choses se passent très bien. Hein, mais voilà, sur le Covid, il fallait qu'on tienne compte du principe de réalité. Ouais, il a été approuvé, je cherche à comprendre encore une fois, il a été approuvé en juin. S'il n'a pas trouvé preneur, pourquoi est-ce que, encore une fois, parce que l'Europe croulait manifestement déjà sous beaucoup de doses livrées par vos concurrents. Je cherche à comprendre comment tout ça s'est enchaîné alors que vous êtes le premier laboratoire français devant Sanofi à avoir trouvé plus vite qu'eux un vaccin et pourquoi, encore une fois, ce qui n'a pas fonctionné. C'est la faute à qui, entre guillemets c'est, comment on dit, mais c'est la faute, encore une fois, de la Commission européenne qui n'a pas acheté, commandé assez de doses. Alors, je pense qu'il y a il y a plusieurs éléments. On a eu un enregistrement, donc effectivement, en juin dernier, sur la vaccination première. Or, le marché, à ce moment-là, avait besoin de rappel. Hein, on était déjà dans cette phase-là. Et puis, on est en cours d'autorisation. Là, on finalise un certain nombre d'essais cliniques qui va nous permettre d'avoir ce label rappel. Hein, là, de notre côté, il aurait fallu aller plus vite. Il fallait avoir peut-être plus de moyens encore pour faire plus d'essais cliniques en parallèle. Pardon, Mais il je y vous a, coupe, je n'ai pas sûr d'avoir compris. Pourquoi est-ce que ce vaccin-là n'a pas trouvé preneur? C'est juste la question que je n'arrive pas à comprendre. voilà, justement, ça c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est que effectivement, là où on peut peut-être un petit peu discuter, c'est que la Commission européenne et les États membres ont fait donc un pari essentiellement sur les mRNA, parce qu'ils ont été mis à disposition L'ARN rapidement, messager. sauf que en faisant ARN messager, hein, vous avez raison en français, mais en faisant ce choix-là, en fait, d'allocation de la plupart des commandes, ils n'ont pas nécessairement permis à d'autres plateformes, d'autres types de vaccins d'exister. Or, on peut penser que pour la vaccination maintenant qui va devenir une vaccination saisonnière, les autres plateformes, on va dire plus classiques, auront probablement un intérêt important, voire même peut-être un intérêt plus intéressant que les mRNA. Bon, après, c'est une politique d'allocation globale avec les données que les États et la Commission européenne avaient à un moment donné. Voilà, bon, je pense que c'est compliqué maintenant de refaire l'histoire. En ce qui nous concerne, donc maintenant, on se concentre sur le redémarrage de la commercialisation des vaccins du voyageur, hein, qui va très fort, comme on a pu le montrer dans nos résultats, et qui Pardon, le va vaccin du continuer l'année voyageur, prochaine. le vaccin du voyageur, c'est quoi? Les vaccins du voyageur, donc c'est ce sont nos deux vaccins commerciaux hein, que l'on commercialise depuis un certain nombre d'années. Donc un vaccin contre l'encéphalite japonaise, donc qui sont des vaccins On va en parler, on une va en parler. maladie transmise par les moustiques, et puis le choléra. Hein, donc on se concentre sur les vaccins récurrents
qui était notre business avant et qui sera notre business après Covid aussi. Et puis, donc voilà, avec un redémarrage très, très fort. Et puis également, évidemment, sur les 2 programmes qui sont en finale au niveau du développement clinique, le Lyme, hein, où on est les seuls au monde à avoir un vaccin qui est en phase 3, en collaboration exclusive avec Pfizer, et puis le vaccin chikungunya également, sur lequel on est en phase finale avec des premières commercialisations attendues fin 2023. On va en reparler évidemment, je voudrais clore cette séquence et cette parenthèse parce que, encore une fois, pour moi, c'est quand on est premier à sortir, mais on comprend maintenant, on comprend mieux ce qui est arrivé, donc c'est un petit peu la faute de l'Europe, même si vous ne pouvez pas le dire dans ces mots-là. Il y aura des compensations de la part de la Commission européenne du fait de ces ruptures de commande? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que aussi bien au niveau des subventions qu'on a reçues de la part du Royaume-Uni que de l'avance qu'on a reçue des États membres pour les précommandes, tout cela ne sera pas à rembourser, hein, ce qui nous permet, bon an, mal an, d'équilibrer cet investissement. Hein, on a rajouté un petit peu d'argent d'investissement, mais cette avance et ces subventions nous permettent en fait de quasiment équilibrer cette opération. Donc c'est un échec qui ne vous coûte rien? Voilà, à peu de choses près, c'est équilibré. Et par contre, là où ça nous a, on a changé un petit peu de dimension, c'est que aussi bien au niveau des capacités de production, de la notoriété, de la démonstration qu'on a faite d'enregistrer un vaccin en 2 ans, et de nos relations maintenant également avec les gouvernements, cet épisode a été très bénéfique. Et on pense que ça nous servira dans l'avenir, puisqu'on était jusqu'à maintenant une société purement centralisée sur les marchés privés. Hein, les vaccins du voyageur, ce sont des marchés privés. Mais le Covid nous a permis de rentrer sur les marchés publics. Et il y aura d'autres occasions de travailler dans ce domaine-là. Et là, on a gagné énormément en notoriété. Ah, je comprends. Franck Grimaud, il vous en reste combien des vaccins, d'un stock de vaccins Covid, contre le Covid sur les bras, pour le coup? Oui, oui, alors ce qu'on a annoncé, c'est qu'on avait un stock de 8 à 10 millions de doses, hein, un inventaire. Qui On serviront à essaye quoi? aujourd'hui. Comment? Qui serviront à quoi? Alors ben justement, on essaye de les placer en dehors de l'Europe, hein, auprès d'États qui pourraient être intéressés à avoir un vaccin inactivé. Bon, il se trouve que notre technologie permet d'avoir des vaccins qui ont une durée de péremption très, très longue, en fait bien plus longue d'ailleurs que les nouvelles technologies. Hein, et on a des vaccins aujourd'hui qui vont avoir ce qu'on appelle une shelf life de 24 mois, ce qui nous permet nous donne du temps de déployer ce stock, et donc on espère pouvoir le vendre donc fin d'année et durant l'année prochaine. Et vous comptez demander une autorisation de mise sur le marché pour l'utiliser, ce qu'on appelle en rappel, pour faire des rappels de vaccins? Donc l'idée, c'est que votre vaccin peut aussi peut-être trouver sa place? Alors, on a des essais cliniques qui vont être donc finalisés d'ici la fin de l'année. Donc de rappel suite à une vaccination avec les vaccins ARN messagers, et on espère que les résultats nous permettront effectivement de favoriser le placement de ces doses. On a demandé également une autorisation de rappel suite à une vaccination avec les vaccins de AstraZeneca. Hein, et donc l'ensemble de ce dossier, on l'espère, va favoriser le placement des doses restantes. Mais uniquement les doses restantes, c'est-à-dire qu'après, vous sortez complètement de ce marché? Oui, en ce qui concerne Valneva, on a des discussions avec des partenaires potentiels qui pourraient reprendre un petit peu le relais. Hein, mais en ce qui concerne Valneva, il faut aussi qu'on alloue nos capacités d'investissement en recherche. On est en phase 3 sur le Lyme avec Pfizer, hein, qui cofinance également. Ouais. On finalise l'enregistrement du vaccin chikungunya. Là aussi, ce sera une première mondiale. Hein, on sera les premiers à lancer. On investit dans un nouveau portefeuille de vaccins en préclinique. Donc, tous ces investissements sont importants pour nous. Donc, là, il a fallu faire des choix. Et donc, en ce qui concerne Valneva, on ne réinvestira pas sur le vaccin Covid. Franck Grimaud, juste, c'était il y a quelques jours, le vaccin contre le Covid de Sanofi a été approuvé par l'Europe. Il servira manifestement aussi aux vaccinations de rappel. Sanofi nous dit avoir déjà vendu 70 millions de doses par contrat, alors que son vaccin arrive 3 ans après le début de la pandémie. Ils ont réussi là où vous, quelque part, vous avez échoué?
Alors, ils ont eu des très bons résultats de rappel, hein, à nouveau, de notre côté, on arrive un petit peu plus tard. Ils avaient sécurisé à l'avance, comme ils ont été parmi les premiers à signer fin 2020 des contrats qui sont donc en train de remplir. D'un point de vue santé publique, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des vaccins, disons, plusieurs plateformes disponibles, hein, auprès des autorités de santé. Et je ne doute pas que ce vaccin de Sanofi sera très complémentaire. Voilà, donc ils avaient sécurisé des doses initialement qui n'ont pas été remises en cause, hein, donc et nous on est arrivé sans doute un petit peu tard, mais à nouveau, je pense que si on a à faire une analyse post-mortem, on peut, disons, se poser la question si les autorités de santé européennes, la Commission européenne n'auraient pas pu décider une allocation sur différentes plateformes pour avoir un portefeuille plus diversifié, hein, dans cette deuxième phase qui commence, qui est la vaccination saisonnière. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, avant de tourner la page du Covid, on note que les suppressions de postes ne sont pas en France, je ne l'ai pas dit, hein. Ce sont sur les sites de production du vaccin qui sont en Écosse, en Suède et en Autriche. Aucune suppression de poste en France, hein. Tout à fait. Bon, tout ça ne doit pas masquer que, paradoxalement, ça reste une belle année pour Valneva en termes de chiffre d'affaires. On parlera de la bourse après, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est en tout cas peut-être 350 millions d'euros cette année. Et donc, vous avez vendu 4 fois plus de vaccins au global cette année. Oui, absolument par rapport à l'année dernière. Donc nos vaccins classiques, hein, donc ces fameux vaccins du voyageur. Donc en fait, cela illustre un redémarrage très fort des voyages, hein, donc de la vaccination qui va avec, au point où on a un petit peu de nous et comme nos collègues, hein, qui travaillent dans le secteur, on est limité par nos capacités de production, hein, puisque le redémarrage s'est fait plus fort qu'anticipé. On s'attend à ce que cette tendance continue en 2023 et qu'on retrouve les niveaux de 2019, fin 2023, courant 2024, hein, où on retrouvera en fait les mêmes niveaux. Pardon, je vous coupe, excusez-moi, ça concerne combien de personnes? Juste, Franck Grimaud, ça concerne combien de personnes ces maladies du voyageur, le chikungunya, l'encéphalite japonaise que je ne connaissais pas? Ça concerne combien de voyageurs? Parce qu'on se dit que c'est un marché de niche, même si on est sûrement en millions de doses, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Oui, écoutez, vous avez par exemple aux États-Unis plus de 20 millions de personnes qui se déplacent dans des zones où il y a le chikungunya, hein, puisque le chikungunya étant endémique dans tout l'hémisphère sud, hein, on le connaît en France avec la Réunion, avec la Guadeloupe, la Martinique, mais en fait le chikungunya est très présent partout. Au niveau de l'encéphalite japonaise, c'est une maladie, pareil, transmise par les moustiques qui est présente en Asie. Et là, vous avez les deux sont létales, pardon, les deux 30 millions de voyageurs dans ces zones-là. Donc, vous voyez, on parle de chiffres quand même importants, mais avec en fait un pourcentage des voyageurs assez faible. Et c'est pour ça qu'on a encore une marge très importante de progression. Quel est le taux de létalité? Je ne me rends pas compte sur ces maladies-là, sur le chikungunya, Alors, l'encéphalite japonaise. par exemple, ça dépend vraiment de maladie à maladie. Pour l'encéphalite japonaise, on a reporté 70 000 cas par an. Un tiers des personnes vont mourir de cette maladie. Un tiers vont avoir des séquelles neurologiques irréversibles. Un tiers va en guérir. Donc, c'est une maladie, entre guillemets, relativement rare, mais avec une mortalité extrêmement forte. Sur le chikungunya, on est sur quelque chose qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a une mortalité faible, mais par contre, ce qu'on appelle une morbidité, c'est-à-dire des impacts en fait très importants qui, on le constate, pour plus de 40% des personnes, peut durer jusqu'à 6 ans. Hein, avec des problèmes articulaires, des problèmes de fatigue et tout ça. Donc ça dépend vraiment des maladies. Le choléra, c'est encore autre chose, ou la typhoïde, encore autre chose. Hein, mais voilà, ça dépend un petit peu du type de maladie. Toujours est-il que les vaccins du voyageur, en fait, jouent un rôle, entre guillemets, d'assurance, hein, pour que le voyage se passe bien.
Et donc, c'est un marché aujourd'hui qui pèse à peu près 3 milliards d'euros et qui, à l'horizon 2028-2030, devrait peser environ 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Franck Grimaud, vous développez également de la recherche, j'ai vu ça, contre le métapneumovirus ou encore le virus d'Epstein-Barr, responsable de la mononucléose et de la sclérose en plaques. Là, pour le coup, ça touche beaucoup plus de gens. Vous en êtes où? Oui, alors voilà, ce que l'on montre à travers ça, c'est que notre travail, Valneva, c'est vraiment de développer des vaccins contre les maladies infectieuses sur des maladies qui existent depuis longtemps, mais sur lesquelles il n'y a jamais eu de développement de vaccin, ou des maladies émergentes. Et on est vraiment spécialisé et on a toutes les compétences de la préclinique jusqu'à la commercialisation sur donc dans le domaine des maladies infectieuses. Et notre travail, c'est donc de réinvestir le profit que l'on peut faire sur nos vaccins commerciaux dans le développement de nouveaux vaccins. On considère qu'on est très complémentaires des quatre grands industriels dans le vaccin qui se focalisent plutôt sur les vaccins pédiatriques, la grippe, etc. Et nous, on se focalise sur ces maladies sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Chikungunya en est un exemple, le Lyme en est un autre exemple. Et puis, on espère que voilà, notre investissement dans des programmes aujourd'hui précliniques nous permettront d'aboutir et de mettre à disposition des nouveaux vaccins pour protéger contre ces maladies. 350 millions d'euros a priori de chiffre d'affaires cette année, des pertes sur 9 mois qui sont de 100 millions d'euros. Quand Valneva sera rentable? Est-ce qu'il y a un objectif qui est fixé? Donc, on n'a pas de données d'horizon. On l'a été donc entre 2016 et 2019. Ça dépend un petit peu du cycle d'investissement que l'on a. Aujourd'hui, on a deux programmes qui sont en phase finale, phase 3, et donc qui demandent des investissements très importants. Et ces années-là, tant qu'on n'a pas un chiffre d'affaires qui s'est développé de manière un peu plus importante, mais on va avoir une forte croissance de notre chiffre d'affaires avec justement le lancement du chikungunya et le lancement du Lyme. Et donc, on espère arriver voilà, dans quelques années à en fait un équilibre entre donc les bénéfices qu'on va générer avec nos vaccins commerciaux. On va bientôt en avoir 4 au lieu de 2. Et puis les investissements nécessaires pour préparer le pipe et amener de nouveaux vaccins. Aujourd'hui, voilà, on n'est pas encore tout à fait à cet équilibre, mais ça va arriver. Franck Grimaud, on est sur Boursorama. Qu'est-ce que vous dites aux actionnaires qui vous suivent et qui se sont pris une déconvenue de 70% de baisse depuis le début de l'année? Et la bourse, deux questions, ça, et puis qu'est-ce que la bourse vous fait payer cette stratégie Covid qui a échoué? Deux questions en une. Alors, bon, vous savez, j'ai listé Valneva en 2007. Juste avant la crise des subprimes, donc des cycles comme ça, j'en ai connu plusieurs. Aujourd'hui, on approche du milliard de capitalisation, donc c'est vraiment une étape qu'on a franchie. On a plusieurs vaccins commerciaux maintenant qui voilà, sont sur le marché depuis un certain nombre d'années. On va en amener deux nouveaux bientôt, donc on est une entreprise en fait beaucoup plus solide qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'on aurait aimé réussir le Covid, bien entendu, mais voilà, il faut faire tenir compte du principe de réalité. Simplement, voilà, avec des vaccins Lyme qui ont un potentiel de blockbuster supérieur à 1 milliard de chiffre d'affaires et sur lequel on va toucher de 14 à 22% de royalties. Cette déroute boursière, Franck Grimaud, pour vous, elle n'est pas justifiée d'un point de vue économique? Elle est excessive? Écoutez, en même temps, le fait qu'on ait une baisse de notre cours de bourse suite à l'arrêt du Covid est logique. C'est logique. Je pense que nous avions misé sur un succès et nos actionnaires avaient misé également sur un succès. À nouveau, s'entêter, investir, réinvestir dans le Covid, alors qu'il y a déjà maintenant deux ou trois vaccins sur le marché, ne serait pas un investissement judicieux. Ce que je dis, c'est que voilà, on a une belle croissance à venir devant nous avec le lancement du
chikungunya, avec l'arrivée dans quelques années du Lyme, et avec donc il y a un potentiel de blockbuster. Et donc Il faudra regagner la confiance, la confiance des investisseurs. On doit retrouver la valeur qu'on avait, on va dire en début d'année. On va la retrouver, voilà, à moyen terme. Bon, on vous le souhaite, on en reparlera d'ici là, vous reviendrez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Franck Grimaud, directeur général de Valneva, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.